parole. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer d'être concise face à l'ampleur des questions qui me sont posées ce matin. Donc, je vais commencer donc, par la réponse quant aux prescriptions d'activité physique qui ont été évoquées tout à l'heure par M. Belouaddad. C'est vrai qu'il me semble que la HAS a déjà, de mémoire, élaboré une recommandation, je crois que c'était en 2011, sur les bonnes pratiques d'activité physique. Et il me semble qu'effectivement, nous aurions intérêt à produire des recommandations plus précises. Je comprends que c'est le souhait de la CNAM, parce que vous avez cité plusieurs ALD. De manière générale, c'est quelque chose que nous pouvons favoriser, et nous savons que le sport, y compris pour des personnes malades, est bénéfique. Donc je ne sais pas au jour d'aujourd'hui où en sont concrètement les travaux de la HAS, mais en tout état de cause, je pense que c'est un sujet important, et vous avez évoqué d'ailleurs vous-même plusieurs leviers sur le terrain pour les mettre en œuvre. Vous avez parlé des ARS ou de la ROSP. Alors la ROSP concerne la CNAM, donc je ne peux pas me prononcer sur ce levier, mais on voit bien qu'on a une batterie de leviers intéressants qui permettrait de développer et de diffuser l'activité physique des patients. La seconde question concernait ensuite la VTR. Alors, je ne sais pas si des décisions sont prises aujourd'hui sur ce point, je ne le crois pas. Mais en tout état de cause, j'espère que nous verrons des évolutions, parce que comme je l'évoquais en introduction, nous avons des enjeux devant nous qui me semblent appeler des évolutions importantes, alors qui concernent bien sûr SMR, ASMR, mais pas que. J'en évoquais d'autres sur la liste en sus, par exemple, qui me semblent importants. Donc, j'espère que nous aurons dans les mois qui viennent des évolutions et des travaux engagés, parce que c'est vrai que le rapport n'est pas tout récent, et il me semblerait intéressant que nous le fassions. Vous avez évoqué la question des ruptures d'approvisionnement et notamment de l'accès aux vaccins. C'est un sujet important, et je ne méconnais pas les difficultés des établissements de santé. Je ne reviens pas sur ce que vous avez évoqué. C'est vrai que dans le paysage en matière de médicaments, la question de l'approvisionnement ne relève pas de la haute autorité. Par contre, là où elle a un rôle, c'est effectivement sur des recommandations. Et je dois dire, alors sur ce sujet comme sur d'autres d'ailleurs, il y a une tension entre le dernier point qui a été évoqué, une attente de très forte légitimité et d'expertise scientifique de la HAS sur ces recommandations, et c'est légitime, et en même temps un besoin d'accélération finalement de ces travaux, parce qu'on voit bien qu'il y a des demandes accrues sur ce sujet-là comme sur d'autres, de recommandations de la HAS pour aider les professionnels à résoudre les difficultés qui sont les leurs. Vous avez évoqué le programme de travail 2018. Alors, je ne sais pas précisément où il en est aujourd'hui. Ce que je peux dire, car plusieurs autres intervenants l'ont évoqué, c'est qu'il me semble qu'il nous faudrait retravailler sur le programme de travail, qui est finalement une addition de demandes essentiellement émanant des pouvoirs publics, des tutelles en l'espèce, et qui me semble encore insuffisamment finalement discuté pour avoir des lignes directrices fortes et des lignes stratégiques plus fortes. En tout cas, c'est ma perception à la lecture du programme de travail actuel. Je crois que je ne suis pas la seule à avoir ce point de vue, et il me semble que nous gagnerions collectivement à mieux travailler le programme de travail, si vous me passez l'expression. En ce qui concerne les médicaments innovants, alors, moi, il me semble que nous devons accélérer l'accès aux médicaments. Alors, nous avons des voies qui existent. En France, nous avons les ATU, qui sont quand même un dispositif extrêmement intéressant. Mais je crois que nous pouvons faire mieux. Mais ce qui veut dire que, et en tout cas, moi, une piste qui me semblerait intéressante, c'est finalement accélérer l'accès aux médicaments innovants ou existants dans d'autres États, comme vous l'avez évoqué, mais permettre en contrepartie de mieux exploiter les données, en tout cas de l'exiger de la part des industriels, peut-être sans attendre d'ailleurs le délai de 5 ans, et en se disant, je donne un accès rapide aux patients, par contre, je renforce les moyens d'en mesurer le service. C'est peut-être vers ce type d'équilibre qu'il me semble qu'il serait intéressant que nous allions. En tout cas, c'est personnellement le genre de voie que j'aurais envie d'explorer. En ce qui concerne les troubles spécifiques, notamment du langage, alors c'est vrai que je ne sais pas si la haute autorité a beaucoup de relations avec l'éducation nationale, et pourtant nous savons que beaucoup d'enjeux concernent les enfants, et je ne sais pas si le guide dont vous parlez a été diffusé. Moi, il me semble que globalement, la haute autorité a besoin à la fois de protéger les règles qui sont son fonctionnement, parce que c'est sa légitimité qui est en cause. En revanche, elle doit s'ouvrir davantage sur son environnement institutionnel. En tout cas, moi, c'est ma perception, et avec le parcours qui est le mien, c'est la tendance naturelle qui serait la mienne. Il me semble que nous devons avoir le souci aussi de la mise en œuvre concrète des recommandations. Et c'est vrai que ça peut concerner aussi les professionnels enseignants, ce qui veut dire que nous devons nous interroger sur les relations que nous avons avec l'éducation nationale, sans doute.
Vous avez évoqué l'intégration de l'ANESM et les inquiétudes des professionnels en général, d'ailleurs, quant à l'intégration de l'ANESM au sein de la haute autorité. C'est vrai que la protection de l'enfance que vous évoquez n'est pas nécessairement le sujet qui était le mieux connu de la haute autorité au jour d'aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que, d'une part, outre la commission spécialisée qui va être mise en place, une direction spécifique va l'être également, qui reprendra les 5 missions antérieurement dévolues à l'ANESM. Alors à la fois une mission transversale sur l'évaluation, mais aussi avec les missions spécifiques par typologie de thématiques, et notamment la protection de l'enfance. Parce qu'effectivement, nous devons préserver les spécificités de ces secteurs, je l'ai dit en introduction, l'ANESM ne doit pas se diluer dans le sanitaire. C'est la raison pour laquelle je sais que la haute autorité s'est mise en ordre de marche pour permettre d'avoir la représentation de l'ensemble des professionnels et reprendre d'ailleurs les concertations qui avaient cours avant pour les intégrer dans son fonctionnement. Mais c'est aussi un avantage pour mieux faire le lien avec le champ sanitaire qui est traditionnellement le sien. Je crois profondément à l'utilité réciproque de ces évolutions. J'y vois beaucoup d'avantages et je pense que nous pouvons maintenir un équilibre entre préservation des spécificités de chaque type de secteur, mais aussi meilleure coordination parce que finalement, pour les usagers et pour les patients, les séparations qui sont les nôtres ne sont pas les leurs en fait. Voilà, en quelques mots ce que... Ah oui, la dernière question portait sur les critiques, sur l'expertise, en fait. Moi, j'avais plutôt l'impression que la HAS était davantage d'ordinaire critiquée pour la lenteur de ses recommandations, mais qui, justement, sont liées aux exigences qui sont celles finalement de sa méthodologie, à la fois en termes de transparence et d'indépendance. Il est normal que la HAS vérifie l'ensemble des conflits d'intérêts. Et d'ailleurs, ça n'est pas sans poser des difficultés pour recruter des experts de ce que je comprends. Mais je crois que, comme vous le suggérez, si je comprends bien vos propos, c'est absolument indispensable parce que finalement, c'est la légitimité de la HAS qui est en jeu. C'est un organisme scientifique indépendant. La légitimité de ses recommandations, c'est leur caractère, c'est leur fondement irréfutable. Donc c'est très important à mon sens de le préserver. S'il était besoin de le renforcer, mais ça n'est pas l'impression que j'en ai au jour d'aujourd'hui, en tout état de cause, il me semble indispensable d'y veiller quotidiennement. Merci madame. Madame Martine Vonner pour répondre.